Alors, Yair Lapid, bonsoir. Si des élections avaient lieu aujourd'hui en Israël, ce sont les sondages qui le disent, hein, vous seriez potentiellement Premier ministre d'Israël. Vous êtes prêt, vous vous sentez prêt aujourd'hui à former une coalition et à prendre le relais de Netanyahou? Oui, je suis prêt, mon parti est prêt. Je pense que nous avons passé la période des classes et même d'un point de vue sécuritaire, du point de vue de la composition humaine, nous pourrons dès demain faire un bon travail au gouvernement. Et je n'aimerais pas manquer de respect pour le gouvernement, mais le temps est venu de faire du changement et je pense que nous sommes prêts. Alors le changement, le président français Emmanuel Macron aussi l'a promis lorsqu'il était candidat. Je voudrais qu'on regarde ensemble cette photo. Vous l'avez postée sur votre Facebook pendant l'entre-deux tours des élections françaises et vous appeliez alors à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Vous vous définiriez vous-même comme le Macron israélien? Écoutez, il a commencé après moi, il est vieux avant moi. Mais oui, il y a quelque chose de commun. Tous deux, nous avons créé un parti. Nous avons décidé que le problème, c'est les partis existants. Nous avons créé un nouveau parti. Et puis, ce sont deux partis centristes. Deux personnes qui disent que la gauche et la droite nous ont déçus, n'ont pas amené les résultats que nous espérions. Et nous vivons dans un monde, et j'en ai parlé au président Macron, et nous y croyons tous deux. Nous vivons dans un monde où il y a un combat entre le populisme de droite et le populisme de gauche. Et aucun des deux ne doit gagner. Et ce que nous devons, ce que la majorité des gens veulent, c'est que leur leadership soit comme un bon médecin, un spécialiste, qui sache prendre les bonnes décisions en temps voulu et qui s'occupe des choses et ne se contente pas de parler. Et c'est quelque chose de commun. J'estime beaucoup Macron et je suis de très près les choses que Macron fait et je pense qu'il est dans la bonne direction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites qu'en Israël, il y a la place pour avoir une majorité en étant au centre, comme ça, en rejetant à la fois le populisme de droite, le populisme de gauche. Vous pourriez former une coalition qui puisse gouverner aujourd'hui ? Oui, je l'ai dit plus d'une fois, que si nous gagnons les élections, d'après les sondages, c'est tout à fait possible. La première chose, c'est que je m'adresserai au Likoud et au Parti travailliste pour former un gouvernement d'union nationale avec le centre-droit et le centre-gauche, pour marginaliser les marges. Ce sera le Likoud d'après Netanyahou, parce que Netanyahou, s'il perd les élections, ne reste pas à la tête du parti. Et le système politique, parfois, peut refléter le besoin de la population et les Israéliens disent qu'ils en ont assez des divisions de la société israélienne. Nous avons besoin de davantage d'unité avec le défi iranien en Syrie, le défi palestinien, l'économie israélienne comme l'économie mondiale rentre dans un monde où les machines remplacent les hommes et face à ces défis, nous avons besoin d'une unité nationale. Alors là, Israël a besoin d'une unité nationale et pourtant vous pouvez être très clivant vous-même, notamment avec les ultra-orthodoxes sur des sujets comme le service militaire ou encore la loi sur le Shabbat. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de pouvoir former une coalition en vous mettant à dos cette frange de la population qui est quand même très importante en Israël ? Non, je ne tourne pas le dos à qui que ce soit. Nous disons que le contrat social est simple. Tout le monde a les mêmes droits, mais tout le monde a les mêmes obligations, les mêmes devoirs. Et il y a une tendance de considérer, de partout dans le monde, que le centre est un peu mou. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons des principes, nous avons une idéologie, nous savons être déterminés face à nos adversaires et ceux qui ne sont pas prêts à prendre part au contrat social, nous serons contre lui. Et ceux qui sont prêts, et s'ils sont ultra-orthodoxes ou arabes, nous sommes en faveur de lui. Je n'ai aucun problème avec les ultra-orthodoxes. Ils peuvent prier où ils veulent. J'ai un grand problème
aussi mon fils, mon propre fils, était 3 ans dans un tank face au Hezbollah dans les frontières du Nord, et quelqu'un d'autre du même âge, eh bien, on l'exempte de toute obligation militaire. Ça, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas lié au fait qu'ils soient orthodoxes, mais eux doivent faire partie du contrat social. Et ceux qui connaissent la société israélienne, nous devons imposer à leurs écoles des études de mathématiques et d'anglais pour qu'ils puissent gagner leur vie lorsqu'ils seront grands, lorsqu'ils seront adultes. Le judaïsme, c'est une religion de connaissance. Et il n'est pas possible qu'on puisse dire qu'ils étudient la Bible et que le roi Salomon connaissait plusieurs langues et qu'on ne puisse pas enseigner l'anglais dans leurs écoles. Ce n'est pas possible. Oui, je combats et je n'ai pas envie je ne peux pas renoncer à ces combats dans ce domaine. Alors, Yair Lapid, pour l'instant, Netanyahou est toujours Premier ministre et il voyage beaucoup depuis quelques mois. Il a remporté, est-ce que vous lui reconnaissez d'ailleurs, il a remporté quand même des succès diplomatiques importants. Je parle à l'étranger, de politique étrangère. Est-ce que là-dessus, vous dites bravo Netanyahou pour avoir obtenu ces fameux voyages réussis en Inde ou en Amérique du Sud? D'abord, je le félicite pour cette visite tout à fait réussie en Inde. Et je vais dire d'une manière assez prudente que nous avons de grands problèmes dans le domaine des relations étrangères avec le Parti démocrate aux États-Unis. Le soutien à Israël était bipartisan aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est identifié au Parti républicain. Et ça n'a jamais été le cas. Nous avons un grand problème avec les communautés juives aux États-Unis à cause de la loi sur la conversion, à cause de la loi sur le Kotel. Nous avons un problème avec les Nations Unies, avec le Conseil de sécurité. Il y a tout un tas de sujets qui ne sont pas traités. Et depuis 3 ans, il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères à part entière, à temps plein. Le ministère des Affaires étrangères a été divisé en 6 sous-ministères. Les prérogatives ont été réparties. Et je ne veux pas l'accabler de critiques, puisqu'il est en ce moment en visite officielle, en Inde et en Amérique du Sud et en Afrique. Oui, je le félicite pour ses visites. Je pense qu'il a fait un bon travail dans ses visites, mais je ne suis pas persuadé que le jeu international se joue en Amérique du Sud, en Inde ou en Afrique. Ouais, c'est vrai que vous avez pris un peu le relais dans cette diplomatie. Il n'y a pas de poste, mais vous avez fait quand même un peu le tour du monde pour vous forger justement une stature internationale. Ce qui intéresse à l'international, bien sûr, c'est le conflit israélo-palestinien. Il est au point mort. Mahmoud Abbas a consommé la rupture avec les Israéliens cette semaine, un discours qui est très violent. Vous êtes un peu sur la même ligne d'ailleurs que Netanyahou sur ce dossier-là. Vous dites qu'il n'y a pas de partenaire pour la paix, mais qu'est-ce que vous feriez de plus que lui pour faire avancer le dossier ? D'abord, il n'y a pas de partenaire, il n'y aura pas de partenaire parce que la paix, on l'a fait avec des ennemis, pas avec des partenaires. Et il n'y aura pas de paix probablement dans l'avenir proche. Mais lorsqu'on voit ce terrible discours de Mahmoud Abbas et les Américains, aujourd'hui encore, qui continuent de tout fournir de l'argent à l'autorité palestinienne, eh bien, le président palestinien a eu tort de parler de cette manière du président américain, parce qu'ils dépendent également de l'aide américaine. Mais ce qu'il faut faire, c'est cesser de gérer cela de manière bilatérale avec les Palestiniens. Depuis les accords d'Oslo, il y a eu 11 rounds de négociations bilatérales avec les Palestiniens et qui n'ont rien donné. Dans le dernier round, j'étais impliqué et c'est les mêmes gens fatigués, les mêmes personnes fatiguées disent les mêmes choses. Et j'ai présenté au public israélien une structure de conférence régionale avec les Saoudiens, les pays du Golfe, les Égyptiens, pour un cadre de dialogue. Aujourd'hui, les Palestiniens, s'ils n'ont pas d'autorisation du monde arabe, du monde sunnite modéré, ne bougeront pas d'un pouce car ils ont peur. Et on peut d'une manière très prudente, avancer vers les 2 États, mais il y a 2 choses qui seront inacceptables pour nous. La division de Jérusalem, les Français ne divisent pas Paris, et l'autre sujet sur lequel il n'y aura pas de compromis, c'est celui des réfugiés. Je voudrais qu'on évoque une
dernière question, mais quelque chose qui vous concerne à vous, c'est votre parcours. Hein. Vous venez de la télévision, vous avez été journaliste. Aujourd'hui, vous pourriez vous retrouver Premier ministre. Est-ce que vous pensez que vous pourriez en arriver à détester les journalistes autant que Netanyahou semble les détester aujourd'hui si vous deveniez Premier ministre? Ça m'a pris 5 minutes simplement à partir du moment où j'ai quitté le journalisme pour traîner dans la boue les journalistes quand je suis devenu politicien. Mais il y a aujourd'hui une attaque sur dans les régimes démocratiques, une attaque sur la liberté de presse. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de presse. Lorsque les gens vont voter, ils ont besoin d'un courant continu d'informations crédibles. Sans cela, il n'y a pas véritablement de vote. Et ça ne viendra pas du Facebook, ce genre d'informations. Ça viendra de la presse, des médias. Et sur le Facebook, ce sont les avis de leurs amis, mais pas de véritables informations. Il n'y a pas d'alternative au journalisme du genre que celui vous faites aujourd'hui dans les démocraties. C'est tout à fait crucial. Merci Yair Lapid, président de Yesh Atid, ancien ministre, d'avoir été l'invité du Grand Live ce soir. À bientôt.